Le leadership ne concerne pas les gens, mais le but. Je vais expliquer cela en détail. Autrement dit, le véritable leadership n'a rien à voir avec le fait de chercher des suiveurs. Un véritable leader découvre un but, une mission, et il s'y consacre entièrement. Ainsi, le leadership est plus une question de poursuite d'un objectif que de poursuite de disciples. Un véritable leader ne cherche pas des suiveurs. Le véritable leadership, c'est devenir quelqu'un, plus que faire quelque chose. La plupart des leaders que nous voyons sont décrits par ce qu'ils font. Mais un véritable leader est quelqu'un qui a découvert qui il est réellement, et il devient cette personne chaque jour un peu plus. Dans ce processus de transformation, il inspire les autres. Et c'est cette inspiration qui influence les gens et les amène à se soumettre à sa vision. Le type de leadership qui détruit notre monde. J'en parle chaque fois que je prends la parole, car c'est essentiel. Voici le premier problème qui détruit notre monde, la politique sans principe. Ce type de leadership corrompu est en train de détruire nos nations. La politique sans principe est un cancer. Je pourrais passer une journée entière à parler de cette seule phrase, parce qu'elle résume presque toutes les défaillances du monde politique. La politique sans principe est la racine du problème. Et je vais prendre un risque en disant ceci. Vous êtes sur le point d'entrer en période électorale. Dans un pays de 360 millions d'habitants, vous avez réussi à réduire le choix à 2 personnes. Et quand j'étudie ces 2 candidats, je suis désolé pour votre nation. Dans un pays aussi grand, vous n'avez pas pu trouver de meilleure qualité de leadership. L'un de mes plus grands soucis concernant le leadership actuel, c'est cette phrase « politique sans principe ». Et c'est exactement ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, un système qui ne produit pas de vrais leaders. Je ne sais pas si tu es citoyen du royaume de Dieu. Je ne sais pas pour qui tu dois voter. Je prie pour vous, parce que le choix est difficile. Les défauts des 2 candidats sont tellement sérieux que tu es obligé de choisir entre 2 problèmes. Et c'est parce que votre culture politique ne favorise pas l'émergence de véritables leaders. Votre culture produit des négociateurs, ce qui signifie que vous compromettez vos principes pour plaire à certaines personnes. C'est ce que vous générez, des leaders qui sacrifient leurs principes personnels pour satisfaire des groupes d'individus. Par conséquent, vous n'êtes plus un leader, mais vous êtes automatiquement dirigé par d'autres. C'est votre problème. Le deuxième type de leadership qui nous détruira est la recherche du plaisir sans conscience. Le troisième est la richesse sans travail. Un tel système détruit une communauté lorsque les gens préfèrent accumuler des richesses sans fournir d'efforts. C'est pourquoi j'ai des réserves sur des pratiques comme la loterie ou les jeux d'argent, car elles développent une culture où les gens veulent obtenir quelque chose sans rien donner en retour. Cela ruine un pays. Le 4e élément qui détruit un pays est la connaissance sans contenu et sans caractère. De nombreuses personnes intelligentes utilisent leur savoir pour détruire. Il semble que plus nous devenons intelligents, plus nous devenons dangereux. Prenez l'exemple de ceux qui connaissent si bien le système qu'ils parviennent à ne payer aucun impôt. Ils exploitent leur savoir pour contourner les règles sans aucun sens moral. Le 5e point est le business sans moralité. C'est ce qui a détruit récemment l'économie mondiale. Un petit groupe d'hommes d'affaires à New York a vu une opportunité de profit en accordant des prêts à des personnes qui n'avaient pas les moyens de les rembourser. Ils savaient que ces personnes ne pourraient pas payer, mais ils ont quand même procédé. Ils ont agi sans éthique. Le reste appartient à l'histoire. Le monde tente encore de se remettre de cette crise. Le 6e point concerne la science sans humanité. Les avancées scientifiques salées sont positives, mais lorsqu'elles ne sont pas régulées par la conscience et l'humanité, elles peuvent nous détruire. Aujourd'hui, on a développé une pilule capable de dissoudre un fœtus dans l'utérus si la mère ne veut pas de l'enfant. Cette pilule a été créée en France. C'est un parfait exemple de science déconnectée de l'humanité. Enfin, le dernier point est l'adoration sans sacrifice. Cela nous détruira. Gandhi a formulé cette idée de manière puissante. Lorsque nous poursuivons Dieu sans être prêts à sacrifier nos plaisirs personnels, nous devenons destructeurs. Nous avons pu le constater dans ce que nous appelons la religion. De grands leaders spirituels prétendent adorer Dieu au plus haut niveau, mais ils sont incapables de contrôler leurs pulsions. Ils manquent de discipline personnelle et cela détruit des vies. Nous devons écouter cette liste chaque jour, la laisser nous parler et évaluer nos dirigeants à travers elle. Mais avant tout, nous devons nous évaluer nous-mêmes. Le leadership et la politique. Parlons un peu de la politique. Voici une phrase essentielle, la politique sans principe. Quel type de leader avons-nous réellement besoin? Commençons par parler des politiciens. Certains d'entre vous ici sont peut-être des politiciens. Mais nous n'avons pas besoin de plus de politiciens, dans le leadership nous en avons déjà assez. Ce qu'il nous faut, c'est du leadership chez les politiciens.
Cette phrase peut paraître simple, mais elle est en réalité très profonde. Je travaille régulièrement avec des politiciens. Aujourd'hui, la majorité de mon travail consiste à former des leaders politiques dans le monde entier. Demain, je pars pour l'Afrique du Sud, puis j'irai au Congo, en Zambie et au Zimbabwe. Dans tous ces pays, je vais former les dirigeants politiques à la vraie notion de leadership. Lorsque je m'assieds avec ces responsables, parfois 500 d'entre eux dans une salle, ils ferment les bureaux du gouvernement pour assister à mes séminaires. Et au bout d'une heure de formation, certains commencent à pleurer. Des hommes et des femmes puissants se mettent à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas de vrais leaders. Ils comprennent qu'ils sont simplement des personnes avides de pouvoir. Ou bien ils prennent conscience qu'ils souffrent de complexes d'infériorité, qu'ils ont une image négative d'eux-mêmes, et qu'ils essaient de compenser ce manque par l'exercice du pouvoir. Ne crois jamais qu'un politicien est un leader. Ne le crois jamais. Le système dans lequel nous vivons produit des politiciens, pas des leaders. Un politicien peut ne rien savoir du leadership et pourtant il dirige des millions de personnes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'inculquer des compétences en leadership aux politiciens. C'est une formation qui doit leur être enseignée. Et c'est précisément l'un des objectifs de cette conférence sur le leadership. J'espère qu'elle permettra à certains d'entre vous de se qualifier pour entrer en politique, mais avec des motivations saines et justes. La différence entre un politicien et un leader. Les politiciens se préoccupent de la prochaine élection. C'est leur seule priorité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être de véritables leaders. Un leader, lui, se soucie de la prochaine génération. Je veux que vous compariez ces deux concepts. Un politicien pense à sa réélection. Un leader pense à l'avenir de vos enfants. La prochaine fois qu'un politicien viendra frapper à votre porte pour solliciter votre vote, posez-lui cette simple question. Quelle est votre vision pour mes enfants ? Asseyez-vous et écoutez-le pendant 20 minutes. En 20 minutes. Vous saurez alors s'il est un vrai leader ou juste un autre politicien. Les politiciens se préoccupent des prochaines élections. C'est tout ce qui les intéresse. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être de véritables leaders. Mais les vrais leaders sont différents. Ils se soucient de la prochaine génération. Je veux que vous compariez ces deux pensées. La prochaine fois qu'un politicien viendra frapper à votre porte pour solliciter votre vote, demandez-lui simplement « Quelle est votre vision pour mes enfants ?» Puis, asseyez-vous et écoutez-le pendant 20 minutes vous l'expliquer. Il quittera votre maison parce qu'il ne s'intéresse pas à vos enfants ni à vos petits-enfants. Ce qu'il importe, c'est de rester au pouvoir, de conserver sa position et de gagner la prochaine élection. C'est pourquoi ils ne peuvent pas diriger, car être un vrai leader signifie suivre ses propres convictions et non les intérêts populaires immédiats. Vous ne pouvez pas être un véritable leader si votre priorité est d'être réélu. Cela m'amène à mon 5e point. Les vrais leaders se concentrent sur leur objectif, leur passion, leurs principes, l'intérêt du peuple et leur vision. Lorsqu'on parle avec un politicien, il faudrait essayer ceci comme test. En tant que citoyen d'une communauté, vous avez le droit d'être reçu par le maire. J'espère que vous le savez. Si vous avez voté pour un maire, cela signifie qu'il travaille pour vous. Vous avez donc le droit de demander à le rencontrer. Vous pouvez prendre rendez-vous avec n'importe quel responsable public pour lequel vous avez voté. Saviez-vous que c'était votre droit légal ? S'il refuse de vous voir, vous pouvez l'assigner en justice. C'est ça, la démocratie. Alors, prenez rendez-vous pour aller voir votre maire ou votre gouverneur et dites-lui « Je voudrais passer 30 minutes avec vous ». Puis, posez-lui ces questions. D'abord, « Monsieur, quelle est votre raison d'être en politique ?» Cette question le mettra immédiatement mal à l'aise. Ensuite, quelle est votre passion pour notre communauté ? Il sera perplexe et vous répondra sûrement « Eh bien, je veux construire des routes, des ponts et créer des emplois. » Non, 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 ce n'est pas la question. Quelle est votre passion ? Puis vient la question la plus délicate. Quels sont vos principes en matière de leadership ? Qu'est-ce qu'il refuse de transgresser ? Quels sont dans les principes qu'il respecte dans sa vie et qu'il ne brisera jamais ? Voilà les questions qui distinguent un vrai leader d'un simple politicien. C'est pourquoi nous devons interroger ceux qui nous dirigent. J'ai donc fait une distinction entre politique et leadership. Parlons-en un instant. Premièrement, les politiciens se concentrent sur les programmes, pas sur la vision. Deuxièmement, la priorité des politiciens est d'assurer leur réélection, pas d'assurer l'avenir des générations à venir. Leur objectif est totalement différent. Troisièmement, les politiciens sont obsédés par les promesses, pas par l'objectif à long terme. Ils vous font des promesses, n'est-ce pas promesses, n'est-ce pas ? Nous allons créer des emplois pour vous. C'est une promesse. Nous allons offrir une éducation gratuite à vos enfants. C'est une promesse. Nous allons réduire les impôts. Encore une promesse. Nous allons donner des diplômes de fin d'études secondaires gratuitement et offrir des études universitaires sans frais. Tout cela, ce sont des promesses.
Mais il ne parle jamais d'objectif, et l'objectif est le fondement du leadership. Quatrièmement, avant même de penser à la prochaine élection, les politiciens réfléchissent à comment sécuriser leur siège. Ils sont prêts à tout pour cela. C'est pourquoi des groupes minoritaires dans la société ont tant d'influence. Dans votre pays, une minorité représentant à peine 10% de la population influence 80% des lois. Pourquoi ? Parce qu'elle contrôle probablement 90% des ressources. Autrement dit, la politique est à vendre, ce n'est pas du leadership. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes d'État, pas plus de politiciens. Un homme d'État est un être humain, exceptionnel. Un homme d'État pense aux générations futures. Hier, j'ai eu l'occasion de parler avec l'ambassadeur Andrew Young au téléphone. Lui et moi sommes devenus de bons amis. D'ailleurs, il prévoit d'être ici ce soir pour me rejoindre, et ce serait une bonne chose que vous puissiez l'entendre parler un peu. Quand on discute avec un homme comme lui, on se rend compte qu'il est un homme d'État. Il réfléchit toujours à l'histoire et à la façon dont elle affecte les générations futures, celles qui ne sont même pas encore nées. Il se demande si elles comprendront et apprécieront ce qui s'est passé. En tant qu'homme d'État, il pense à l'héritage et à la destinée. Waouh! C'est un leader rare. D'ailleurs, cette liste peut aussi s'appliquer aux pasteurs, car la plupart des pasteurs sont des politiciens. Je les appelle des politiciens spirituels. Les similitudes sont frappantes. Ils sont préoccupés par le fait de rester en poste en tant que pasteur, pas par la formation du prochain leader. Ils protègent la chair pour eux-mêmes. Ils mentent même sur Dieu en disant des choses comme « Ne touchez pas à loin du Seigneur ». Mais qu'entendent-ils par là ? C'est une manœuvre pour vous intimider, pour vous empêcher de les remettre en question. Rappelez-vous toujours que le roi Saül a été renvoyé avant même d'avoir quitté son trône. C'est une vérité profonde. Nous avons besoin d'aide, n'est-ce pas ? En matière de leadership, tout ce que je viens de dire vous fait hocher la tête, car vous connaissez probablement quelqu'un autour de vous qui correspond exactement à cette description. Cela prouve que vous êtes une personne intelligente. Vous saviez déjà qu'il y avait un problème, mais je viens de mettre des mots dessus. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous avons ce type de leadership et ces leaders-là. Je vais revenir à l'histoire. Voici une image de César. Je l'ai mise en arrière-plan pour une raison précise. L'Empire romain est à l'origine de notre modèle actuel de leadership. Mais l'origine du leadership de l'Empire romain vient des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont inventé le mot démocratie. Démocratia, c'est le mot que nous traduisons par démocratie. C'est une idée grecque. Elle a été conçue par des penseurs brillants comme Socrate, Platon et Aristote. Ce sont eux qui ont formulé les philosophies du leadership. Ce sont eux qui ont conçu l'idée de la démocratie. Les Grecs sont donc considérés comme les penseurs de l'histoire. Ils ont résumé et compilé leurs réflexions dans des écrits. D'ailleurs, l'Empire grec était connu pour sa bibliothèque. Ce sont eux qui ont rédigé les premières grandes philosophies de la vie et qui ont jeté les bases de notre conception moderne de la démocratie. Mais voici un détail intéressant. La démocratie n'est pas une idée biblique. C'est une idée grecque. Lorsque les Romains ont envahi la Grèce, ils ont tout pillé. Mais l'empereur romain a ordonné à ses soldats de ne pas toucher à la bibliothèque. Les Romains ont préservé cette bibliothèque. Les dirigeants romains ont pris les livres des Grecs, ont sauvegardé leurs idées et ont sélectionné celles qui leur convenaient. Les Romains ont donc utilisé les idées grecques sur le leadership pour gouverner leur empire. On pourrait dire que les Romains avaient une pensée grecque, mais une puissance militaire romaine. Pourquoi est-ce important ? Parce que les pays modernes d'Europe, qui ont colonisé le monde occidental, dont vous êtes issus, faisaient tous partie de l'Empire romain. L'Europe, le mot « Europa » est un terme que les Romains ont inventé pour désigner les territoires qu'ils contrôlaient, de l'Afrique jusqu'à l'Angleterre. L'Empire romain dominait le monde entier, et César, le roi, portait un titre qui signifiait « fils des dieux ». L'Empire romain n'a pas été détruit par une armée, car il était trop puissant pour être vaincu militairement. Il s'est détruit de l'intérieur par sa propre décadence. On dit que Rome a été vaincue par l'immoralité. Elle est devenue si corrompue moralement qu'elle s'est effondrée d'elle-même. Aucune armée n'a détruit Rome. Par exemple, sur 14 empereurs romains, 12 étaient homosexuels, et leur préférence allait aux jeunes garçons. Si l'on étudie la morale de la plus grande puissance de l'histoire, car jusqu'à aujourd'hui, aucun empire n'a été plus grand que Rome, on voit que sa chute n'a pas été causée par une défaite militaire. Rome a été la nation la plus puissante de l'histoire, y compris dans la Bible, car c'est la seule à avoir dominé le monde entier. Personne ne l'a fait depuis. Mais elle est tombée, non pas sous les coups d'une armée ennemie, mais sous le poids de sa propre corruption. Rome est devenue si moralement dépravée qu'il n'a même pas été nécessaire de l'attaquer. Elle s'est autodétruite.
Les grandes nations meurent souvent de la même manière. Elles ne sont pas vaincues militairement, mais elles commencent à se décomposer de l'intérieur. Leurs lois et leurs intérêts deviennent moralement douteux. Se pourrait-il que la plus grande nation actuelle, les États-Unis, suive le même chemin? Il n'est pas nécessaire de la frapper avec une arme nucléaire. Il suffit de la laisser se décomposer de l'intérieur à cause de l'immoralité. L'Empire romain s'est effondré et s'est morcelé en petits royaumes. Les centurions et ceux qui étaient au pouvoir au sein du Sénat se sont disputés ce qu'il restait et ont formé ce qu'on appelle les multiples royaumes d'Europa. Les royaumes d'Europe sont donc en réalité le résultat de la désintégration de Rome. Ils ont donné naissance à des petits royaumes comme la Francie, France, Hispania, Espagne, la Belgique, le Portugal, les Anglo-Saxons, Grande-Bretagne. Ce sont tous des royaumes romains issus du démembrement de l'Empire romain. Mon point est que ces nations sont toutes imprégnées de la pensée grecque avec une attitude romaine. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez qu'elles ont toutes développé le même intérêt pour la colonisation. Lisez mes livres sur le royaume pour obtenir plus d'informations à ce sujet. C'est essentiel pour comprendre Jésus. Jésus-Christ est né en plein cœur du processus de colonisation. Il était en fait un sujet d'une colonie de l'Empire romain. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans comprendre la colonisation. Si vous ne comprenez pas ces principes, vous ne saurez jamais ce que vous êtes censé faire en tant que citoyen du royaume de Dieu. Cela n'a rien à voir avec la religion. L'Empire romain s'effondre et ses royaumes se développent. La France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Grande-Bretagne. Puis ils commencent à s'étendre. Ils se lancent dans la colonisation. C'est ainsi qu'ils se sont intéressés au Nouveau Monde. Christophe Colomb est parti. Colomb était italien, originaire de Rome. Il était aussi juif, il voulait mener une expédition, mais le gouvernement romain a refusé de le financer. Il est donc allé en Espagne, et le roi et la reine d'Espagne ont aimé son idée, car ils voulaient étendre leur royaume. Ils ont financé son voyage. Ils ont construit 3 navires pour lui et lui ont tout financé. Il a mis le cap vers l'ouest et a accosté aux Bahamas, sur une petite île qu'il a appelée San Salvador. Cette île existe toujours dans mon pays. C'est un endroit magnifique, avec de belles plages. C'est là qu'il a planté la première croix, car il était venu au nom de l'Église catholique et du royaume d'Espagne. C'est pourquoi la plupart des îles des Caraïbes portent des noms espagnols. Il ne pouvait pas les nommer au nom du gouvernement italien, car ce dernier n'avait pas financé le voyage. Il devait donc revendiquer chaque terre au nom de l'Espagne. C'est pour cette raison que la plupart des pays d'Amérique latine sont hispanophones. Mexique, Guatemala, Guadeloupe, Brésil, Colombie, Chili, Venezuela. Ils parlent espagnol parce que l'Espagne a financé la première expédition et revendiqué ses territoires en premier. Après cela, ils ont soumis tous les peuples autochtones. Ensuite, les Français sont arrivés et ont fait leur part. Puis les Britanniques sont venus à leur tour. Les Bahamas, par exemple, étaient à l'origine une colonie espagnole. Mais les Britanniques ont combattu les Espagnols et ont remporté la victoire. C'est pourquoi je parle anglais aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû parler espagnol. Tout dépend du royaume qui a pris le contrôle. Juste à côté des Bahamas, à 5 minutes d'avion, il y a Cuba, qui est une ancienne colonie espagnole. Ils ont colonisé toute cette région, les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Les États-Unis étaient d'ailleurs d'abord une colonie espagnole. Mais les Britanniques ont attaqué les Espagnols et les ont vaincus, revendiquant ce territoire comme leur possession. Je veux en venir à un point clé. Écoutez bien car je parle de leadership ici. Ils ont colonisé ces territoires car, dans un royaume, la gloire d'un roi réside dans l'expansion de son territoire. Pour comprendre la Bible, il faut comprendre ce principe. Dieu est un roi et c'est pourquoi il a créé l'univers, pour étendre son territoire. Ces monarques voulaient donc accroître leur territoire. Ils ont conquis ces terres, exploré les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, à la recherche de richesses. Ils cherchaient de l'or, des diamants. Ils ne cherchaient pas encore de pétrole à l'époque car il n'avait pas d'importance pour eux. À l'époque, la richesse se mesurait par la possession de terres fertiles, car ils vivaient dans une société agricole. Ainsi, ceux qui possédaient les meilleures terres devenaient des rois puissants. Quand ils sont arrivés dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans cette région appelée les Amériques, ils ont découvert d'immenses terres. Ils ont tenté de forcer les autochtones à travailler pour eux, sous la menace des armes. Mais les indigènes ne pouvaient pas supporter ces conditions. Certains s'enfuyaient, d'autres résistaient, rendant leur asservissement très difficile. Alors, les Portugais, qui furent les premiers à se rendre en Afrique, y découvrirent encore plus de terres. Et c'est là qu'ils trouvèrent un peuple fort. Ils ont étudié toute cette histoire et ont compris que ces peuples étaient en des plus résistants que ceux qu'ils avaient découverts dans les territoires explorés.
Ils vivaient plus longtemps, étaient plus robustes, supportaient de mieux le soleil. En comparaison, les Indiens, les Aztèques et d'autres peuples indigènes ne pouvaient pas supporter la pression et le travail intensif. Alors, ils ont fait venir ces peuples en les expédiant vers les fermes qu'ils appelaient plantations, les traitant littéralement comme des animaux de trait, au même titre que des bœufs. Ils étaient là pour travailler. C'est ainsi que la traite des esclaves est devenue une réalité. Tout était une question d'économie. Aucun esclave n'a jamais été acheté en Afrique par amour ou par compassion. Tout était économique. Et cela n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Nous avons donc maintenant ce problème du commerce triangulaire, et vous pourriez vous demander pourquoi tous ces royaumes ont participé à ce système. Tous l'ont fait. Les Français, les Espagnols, les Portugais, les Britanniques, ils ont tous pratiqué la traite des esclaves, et ils ont choisi les Africains parce qu'ils étaient plus résistants. Ils allaient même jusqu'à élever des esclaves, les sélectionnant en fonction de leur robustesse. Ils prenaient le mâle le plus fort et la femelle la plus forte, les forçaient à avoir des relations sexuelles dans le but de produire des esclaves encore plus résistants. C'était la mentalité de l'époque. C'est aussi pourquoi nous avons perdu nos familles. Ils ne se souciaient pas du fait que vous aviez un mari ou une épouse. Si votre mari était fort et que vous étiez faible, ils vous arrachèrent à lui. Ils prenaient votre mari et le mettaient avec une autre femme, qui avait un mari plus faible, pour qu'ils aient des enfants robustes. La destruction de la famille, même d'un point de vue psychologique, était une réalité dictée par l'économie. Vendre un esclave fort rapportait plus d'argent. Que ce soit un homme ou une femme, plus il ou elle était fort et plus le prix était élevé. Voici donc la question que je veux poser. Comment des êtres humains ont-ils pu faire cela à d'autres êtres humains? Ces esclavagistes étaient-ils des dirigeants? J'ai trouvé la réponse. Tout cela vient de la philosophie grecque, adoptée par les Romains, qui est devenue la base du leadership des royaumes d'Europe. Ce sont ces royaumes qui ont façonné nos pays aujourd'hui. Voyons la philosophie des Grecs. Premièrement, ils croyaient que le leadership était un don naturel. Ceux qui ont étudié la philosophie ont sûrement lu certains écrits de Platon, les perceptions de Socrate sur l'humanité, ou encore les concepts d'Aristote sur la valeur humaine. Les Grecs pensaient qu'une personne était prédestinée à être un dirigeant si elle possédait certains dons naturels. En d'autres termes, si vous ne disposiez pas de ces dons naturels, vous étiez né pour être esclave. C'était la pensée grecque. Deuxièmement, ils croyaient que le leadership était déterminé par des traits de naissance. Vous pouvez vérifier cela sur Internet, tout est documenté. Les Grecs croyaient que certaines personnes étaient nées pour appartenir à la classe dirigeante, simplement en fonction de leurs traits physiques. Si vous faites quelques recherches, vous découvrirez que certains de ces critères sont choquants. Par exemple, les Grecs pensaient que si vous aviez une peau claire, vous étiez destiné à être un dirigeant. Cela m'exclut déjà. Ils croyaient aussi que si vous aviez des lèvres fines, vous étiez conçu pour diriger. Encore une fois, cela m'exclut. Ensuite, ils affirmaient que si vous aviez un nez pointu, les dieux vous avaient choisi pour être un leader. Décidément, je suis disqualifié 3 fois. Et enfin, si vous aviez les cheveux blonds et les yeux bleus, vous étiez définitivement destiné à être un dirigeant. Ayez pitié de moi. Ce n'est pas une blague. Réfléchissez-y. C'est réellement ce qu'ils croyaient. Cela explique pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, leur conclusion a été « Les dieux nous ont bénis aujourd'hui. Nous avons trouvé assez de main-d'œuvre créée par les dieux pour faire tourner notre empire. » Ainsi, les êtres humains sont devenus du carburant pour leurs machines économiques et agricoles. C'était leur philosophie du leadership. Cela signifie que les traiter comme des sous-humains n'était pas une question de conscience, mais une évidence naturelle pour eux. Puisque vous ne possédiez pas les traits nécessaires, vous étiez nés pour les servir. Selon eux, le Créateur vous avait conçu pour être une classe inférieure, destinée à être esclave. Vous ne pouviez même pas argumenter contre cela, car leur vision était que Dieu vous a choisi pour être mon serviteur. Voyons maintenant le 3e point, qui est essentiel. Les Grecs enseignaient aussi que le leadership était le fruit de la providence. Cela signifie que, selon eux, les dieux avaient choisi qui seraient les dirigeants et qui seraient les subordonnés. Ce n'était donc pas une question de mérite personnel ou de compétence. Ce n'était pas non plus une question d'intelligence ou de talent. C'était simplement une question de destin fixé par les dieux. Comprenez-vous à quel point cette idéologie est profonde? Elle fait encore partie de l'inconscient collectif de l'ère post-européenne qui n'est pas encore terminée. Voyons comment cela se traduit dans la pratique. Prenons un exemple. Si un homme obtient un doctorat en physique nucléaire, je parle d'un génie, une personne brillante, cela ne change rien. Il sera simplement perçu comme un esclave intelligent, car il ne possède pas les traits physiques requis selon la pensée grecque et romaine. Son niveau d'éducation ne change pas sa place dans la hiérarchie. Peu importe ses diplômes, peu importe ses succès,
Dans la mentalité gréco-romaine, il reste un esclave par providence. Ils ont même créé une théologie pour justifier cette idéologie, car toute idéologie a besoin d'une théologie pour être légitimée. Je vais le répéter, toute idéologie a besoin d'une théologie pour être rendue légale. Ainsi, dans des systèmes comme l'apartheid, une théologie a été créée par l'Église réformée néerlandaise pour justifier la ségrégation, en s'appuyant sur la philosophie grecque. Car, rappelez-vous, l'Afrique du Sud a été prise par des Européens, donc par des héritiers de la pensée romaine. Prenons Hitler. Adolf Hitler disait avoir reçu une visite divine. Si vous lisez Mein Kampf, vous verrez qu'il croyait que Dieu l'avait choisi pour restaurer l'Empire romain. Il affirmait que sa mission était d'établir ce qu'il appelait le Troisième Reich, qui signifiait la troisième ère de domination romaine. Son concept du leadership et sa philosophie lui permettaient donc de justifier l'extermination de millions de personnes. Selon lui, seules les personnes blondes aux yeux bleus et au nez fin étaient prédestinées à diriger. Quand il regardait les Juifs, par exemple, il voyait leurs cheveux foncés, leurs yeux marron foncé ou noirs, leur peau olive, et il disait qu'ils étaient des parasites pour la société. Il disait qu'ils suçaient le sang de la nation et qu'il fallait les exterminer. Pourquoi ? Parce que, selon lui, ils n'étaient pas de vrais humains. Les dieux les avaient créés pour être des esclaves. C'est ainsi qu'il est devenu facile de tuer 10 millions d'esclaves entre l'Afrique et la Caroline, dans l'océan. Non, pardon, 60 millions sont morts sur les navires. J'étais au Ghana au début de cette année et j'ai visité l'un des forts où l'on vendait des esclaves. C'était une expérience incroyable, vous devriez y aller. Sur le mur, il y avait une inscription qui disait « Les esclaves sont partis d'ici pour… » Je me suis dit que j'avais peut-être trouvé l'endroit d'où venait mon arrière-arrière-grand-père, l'un des trous par lesquels ils ont été emmenés. Pendant quelques minutes, j'ai été en contact avec mon histoire. Mais voici mon point. L'origine de votre philosophie détermine la façon dont vous dirigez les gens. La manière dont vous percevez les gens détermine si vous les guidez ou si vous les détruisez. Les Grecs croyaient que les dieux choisissaient les dirigeants et les dieux choisissaient les suiveurs. Laissez-moi vous donner un dernier point. Ils croyaient que le leadership était le produit d'un mot qu'ils ont inventé, charisme. Les Grecs disaient que le leadership était le fruit d'une personnalité charismatique. Platon l'a défini en expliquant que le charisme était un don des dieux. Il a même énuméré certaines des caractéristiques du charisme. Une personnalité extravertie, un talent oratoire, une grande capacité de communication et d'élocution. En d'autres termes, si vous étiez flamboyant, extraverti, que vous aimiez parler et que vous vous exprimiez bien, les dieux vous avaient en choisi. Mais si vous étiez réservé et discret, alors vous étiez automatiquement destiné à être un esclave. C'est ainsi qu'est née l'idée selon laquelle les esclaves devaient être vus, mais pas entendus. Cette phrase peut sembler anodine, mais c'était une véritable philosophie. On vous enseignait que seuls les dirigeants avaient le droit de parler. Vous deviez rester silencieux, cueillir le coton, servir la nourriture et être pratiquement invisible. Le problème, c'est que cette idée a été si profondément enracinée dans l'esprit des esclaves que, encore aujourd'hui, certains élèvent leurs enfants avec cette mentalité. Sois vu, mais ne parle pas. C'est une influence démoniaque et pourtant, vous continuez à l'imposer à vos propres enfants. C'est pourquoi, si je vous demandais de venir faire un discours de 5 minutes maintenant, vous auriez peur. Pourquoi ? Parce que vous avez été formaté pour vous taire. Et vous appelez cela de la timidité. Mais ce n'est pas de la timidité, c'est un conditionnement. Et pour être un leader, vous devez parler, partager vos idées, communiquer votre vision. C'est pourquoi vous n'êtes pas un leader. Vous êtes simplement trop fier d'être timide. C'est démoniaque. Être silencieux n'est pas un don, tout comme être un leader, ce n'est pas un don, c'est une action. Vous devez travailler mais ne rien dire. Vous devez être là sans que personne ne vous voie. C'est la philosophie grecque. Pendant que le maître ordonnait à son fils de 4 ans de se lever et de réciter un discours, vous, à 40 ans, on vous disait de vous taire. Il disait à son fils de parler. Il vous disait de vous taire. Quelque chose ne va pas dans cette équation. Alors, à 6 ans, l'enfant du maître savait déjà s'exprimer avec aisance. Et vous, à 40 ans, vous avez peur de parler, parce que le conditionnement de l'esprit est différent. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes comme vous êtes. Mais cela vient de cette philosophie grecque qui continue de nous influencer aujourd'hui. C'est probablement la raison pour laquelle il est difficile pour de nombreuses personnes issues de communautés opprimées de devenir de grands leaders dans les États industriels. Parce qu'elles portent un lourd passé historique et qu'elles essaient de s'en débarrasser. Et vous voulez être un leader avec ce poids sur vos épaules. Le problème, c'est que lorsque vous libérez un esclave, il ne sait pas comment diriger. Il sait juste qu'il ne peut pas diriger son ancien maître.
Alors il se retourne contre son propre peuple et imite le maître. Il leur dit « Taisez-vous, ne me dites pas quoi faire, c'est moi qui décide. Ce que je dis est toujours vrai, c'est ma façon de faire ou rien du tout. » C'est l'état d'esprit d'un esclave à qui on a donné un peu de pouvoir. Vous finissez par abuser de votre propre peuple, car vous êtes encore mentalement malade à cause des traumatismes de l'histoire. Et ensuite, vous voulez un titre. C'est pour cela que vous avez besoin d'un séminaire sur le leadership comme celui-ci. D'abord, pour identifier votre problème. Je ne suis pas impressionné quand vous me dites que vous êtes évêque. Cela ne signifie rien pour moi. Laissez-moi vous citer un passage biblique très important. Dans Ecclésiaste chapitre 11, Salomon dit « Malheur au pays dont le roi est un esclave ». Je vais le répéter, c'est dans la Bible. Malheur au pays dont le roi est un esclave. Le mot malheur est le pire mot en hébreu. Jésus l'a utilisé quelquefois. C'est une malédiction. C'est un mot terrible. Je vais le citer encore une fois. Maudite est la nation dont le dirigeant pense comme un esclave. Mettre une couronne sur la tête de quelqu'un ne change pas son esprit. Prenez un instant pour réfléchir à vous-même. Les personnes que vous suivez, sont-elles réellement libres ? Ou sont-elles simplement des parasites qui se nourrissent de votre peur pour masquer leur propre insécurité ? Mesdames et messieurs, je suis venu avec de la colère dans mon cœur. Parce que j'ai été là. C'est un endroit triste où être perdu sans le savoir. Aveuglé tout en pensant que l'on voit clair. Nous sommes les victimes d'une philosophie du leadership qui nous contrôle encore aujourd'hui. Vous allez au travail le lundi, et quand vous voyez le maître du département, tout votre corps se fige. Vous êtes encore malade. Puis vous voyez un frère de votre communauté et vous n'avez aucune crainte. Pourquoi avez-vous des réactions si différentes envers ces deux images ? Parce que votre esprit est encore malade. Et pourtant, vous avez un titre. S'il vous plaît, achetez ce CD. C'est un message que vous devez transmettre à vos enfants. Parce que si vous ne comprenez pas cela aujourd'hui, vous serez simplement un esclave bien habillé, hautement éduqué et puissant, mais toujours un esclave. Vous dites que vous croyez en la Bible. Mais en réalité, vous suivez les Grecs. C'est pourquoi, lorsqu'une personne devient pasteur dans une église, soudainement, elle se croit supérieure aux autres. Parfois, j'écoute vos pasteurs à la télévision. Et je me dis, cette personne est dangereuse. C'est un esclave bien habillé avec une couronne. Où avez-vous pris votre philosophie du leadership ? Vous l'avez prise des Grecs. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité, c'est ce que je traite aujourd'hui.